Donc, je vais commencer en présentant cet ouvrage. Donc, je remercie tout d'abord le CAREP de m'avoir invité à présenter mon livre et je remercie Jean-Philippe Bras d'avoir bien voulu accepter de le discuter ce soir. Je suis vraiment désolée d'avoir gâché son week-end de la Pentecôte en lui infligeant la lecture des 1240 pages, mais voilà, je suis très heureuse qu'il soit là ce soir. C'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde amitié et je sais que je peux compter sur lui. La preuve, c'est qu'il est là ce soir. Et puis sur le plan scientifique, cet ouvrage est issu en partie d'un séminaire que nous avons co-animé pendant une dizaine d'années à l'ISM, avec également Baudouin-Dupré, que je remercie également, ainsi que Karim El-Chazli et Aziadeh Zamirli, qui ont lu quelques chapitres de ce livre avant sa parution et qui m'ont fait des critiques très constructives. Puis merci à vous qui êtes là aujourd'hui et à ceux qui sont présents en ligne. Donc, l'idée de cet ouvrage est née du constat qu'il n'existait pas à l'heure actuelle d'ouvrage de synthèse qui présenterait le droit des pays arabes avec une approche vraiment juridique, qui aborderait les systèmes juridiques de ces pays avec les mêmes concepts, les mêmes méthodes que celles qu'on utilise pour étudier le droit des pays occidentaux. Et si on regarde un peu les ouvrages de droit comparé qui traitent du droit des pays arabes ou musulmans de façon plus générale, en français ou en anglais, on constate que ces droits sont presque toujours classés dans une famille de droits musulmans, ce qui laisse supposer d'une part qu'ils continuent à appliquer tous la charia, et en plus qu'ils sont tous plus ou moins identiques, puisqu'ils appartiennent à la même famille et appliqueraient le droit musulman. Et en fait, ces ouvrages, si on les regarde de plus près, on se rend compte qu'ils traitent surtout de la charia, de ses sources, du fiqh et des écoles de droit, et que les systèmes juridiques contemporains des pays du monde arabe ne sont souvent abordés qu'à la fin, dans un dernier chapitre, dans lequel on nous dit qu'en fait, tout ce qui vient d'être exposé n'est plus en vigueur à l'heure actuelle parce qu'il y a eu des transformations importantes dans tous ces pays. Et je m'inclus un peu moi-même dans cette liste, puisqu'avec Jean-Philippe, nous avons publié en 2015 un tout petit ouvrage chez Dalloz qui s'intitule La Charia, qui s'intitule La Charia, mais dans lequel nous dénoncions déjà cette vision déformée du droit des pays musulmans, comme le fait également Baudouin-Dupré dans tous ses ouvrages. Et comme l'a fait également un auteur libanais, Shibli Mallat, dans un ouvrage qu'il a publié en 2007 à Oxford University Press, et qui s'intitulait Introduction to Middle Eastern Law, et non pas Introduction to Islamic Law, comme la plupart des autres livres. Donc voilà, dans cet ouvrage, j'ai voulu inverser la perspective en partant de l'analyse du droit positif. Donc partir de la fin du dernier chapitre de ces ouvrages de droit comparé, donc partir du droit contemporain, du droit positif, le droit tel qu'il existe à l'heure actuelle dans les pays du monde arabe, et n'évoquer la loi religieuse, la charia, le fiqh, que lorsque c'était nécessaire, que lorsque c'était pertinent. Donc essentiellement pour le droit de la famille, pour le droit pénal dans certains pays, et pour certaines dispositions des constitutions. Donc, mon fil directeur à travers tout ce livre, c'est le droit tel qu'il est légiféré par l'État actuellement dans les pays du monde arabe. Donc, j'analyse les constitutions, j'analyse les codes du statut personnel, les codes pénaux, les codes de procédure, les lois d'organisation du pouvoir judiciaire, la jurisprudence également lorsqu'elle est accessible. Et en plus, j'ai travaillé à partir des textes originaux en arabe. C'est-à-dire, même quand il existait des traductions officielles de ces textes, je suis toujours revenue à l'original, à la version arabe, parce que je me suis rendu compte en comparant les deux qu'il y avait souvent des différences entre la version arabe et la version française ou anglaise. Volontaire ou non, je sais pas, mais parfois on peut douter parce que ça change quand même pas mal le sens des dispositions. Et donc, je suis revenue systématiquement à la version arabe. Ça n'a pas toujours été facile de trouver ces textes. Il n'y a pas de site
qui centraliserait tous ces textes, toutes ces constitutions, tous ces codes. Donc ça a été un peu un jeu de piste, la chasse au trésor. J'ai dû consulter les bases de données publiques, privées, les sites des cabinets d'avocats, des tribunaux, des ministères, etc. Mais c'est vrai qu'avec Internet, on a quand même un outil très précieux. Et j'ai fini par tout trouver. Et donc, pour pouvoir travailler à partir de ces textes. Et d'ailleurs, j'ai mis à disposition tout mon fonds documentaire sur une base de données qui est hébergée par le LAM, les Afriques dans le monde, à Sciences Po Bordeaux, un site qui s'appelle Qawami, Al-Qanoun al-Wada'i fi Manzour Islami, donc Qawami. Et sur ce site, il y a toute ma base de données. Mais bon, le site est actuellement en maintenance, malheureusement, donc vous ne pourrez pas y accéder. Mais enfin, voilà, quand il sera de nouveau accessible, j'ai mis tout mon fonds documentaire. Comme ça, maintenant, si vous ou d'autres voulez travailler sur ces textes, ils sont tous là sur le site de Qawami. Et donc, le fait de revenir à l'original arabe aussi m'a permis de translittérer tout au long de cet ouvrage les termes techniques les plus importants. C'est-à-dire que je les ai écrits entre parenthèses en caractère latin. Et puis, ça m'a permis également, à la fin de l'ouvrage, dans les fameuses annexes qui font 200 pages, de publier un glossaire arabe-français de ces termes techniques, juridiques, et un lexique français-arabe en arabe, que j'ai constitué au fil de mes lectures et de mes traductions. Donc, je travaille sur ces textes juridiques actuels. C'est un droit vivant, un droit qui évolue en permanence. Et ça a été une autre difficulté à laquelle j'ai été confrontée, en plus du problème des traductions et de la collecte des textes, puisque moi, je me suis située à un instant T, mais que les textes continuent à évoluer. Et jusqu'au dernier moment, j'ai dû reprendre mon manuscrit. J'ai incorporé la nouvelle constitution tunisienne qui a été adoptée l'an dernier au mois de juillet. Et puis, j'ai incorporé également les derniers amendements du Code pénal des Émirats arabes unis qui ont été adoptés en novembre 2022, juste quelques jours avant que je remette mon manuscrit à Dalloz. Donc, c'était une contrainte, mais d'un autre côté, cette évolution constante du droit montre que c'est la preuve de la richesse et du dynamisme de ces systèmes juridiques. Et donc, c'est la preuve qu'on est loin de la perception d'un droit qui serait figé et immuable. Au niveau de la méthodologie, donc après avoir parlé des sources, quelques mots sur la méthodologie. Donc, j'ai voulu souligner tout d'abord les transformations que ces systèmes juridiques ont traversées depuis le 19e siècle. Ces transformations ont été progressives. Elles ont touché d'abord l'Empire ottoman, donc les États arabes jusqu'à la fin du 19e siècle, enfin, beaucoup d'entre eux, en tout cas, faisaient partie de l'Empire ottoman. Donc, et l'Empire ottoman ainsi que l'Égypte sont deux pays qui ont ouvert la voie aux autres régions du monde arabe en matière de réforme du système juridique et judiciaire. Et donc, j'ai consacré toute la première partie de cet ouvrage à étudier ces évolutions dans l'Empire ottoman, en Égypte, puis dans les autres pays du monde arabe, en essayant de montrer cette emprise croissante de l'État sur le domaine juridique, puisque, comme je vous l'ai dit, je travaille à partir du droit tel qu'il est légiféré par l'État, donc je m'intéresse à l'État. Et à partir du 19e siècle, c'était déjà le cas avant, mais ça s'est accéléré au 19e siècle, on voit une emprise croissante de l'État sur le domaine juridique que l'on peut constater à différents niveaux. Tout d'abord au niveau de la production des normes. C'est maintenant l'État qui édicte la norme à travers les parlements, à travers les chefs d'État, les présidents, les souverains. Et le fiqh, donc la loi religieuse, soit elle ne s'applique plus ou pas, soit elle ne s'applique que pour combler les lacunes de la loi à titre subsidiaire en matière de droit de la famille et de droit civil essentiellement. Donc il y a eu des évolutions au niveau de la production de la norme. Il y a eu des évolutions également au contenu, à propos du contenu du droit qui a également changé. Donc même si tous ces pays affirment qu'ils sont toujours attachés
aux conceptions traditionnelles de la normativité islamique, notamment à travers les constitutions qui affirment toutes soit que la charia est la source de la législation, soit que l'islam est la religion de l'État. Donc même malgré cette affirmation de principe d'un attachement à la normativité islamique au niveau constitutionnel, en fait, si on agrandit un petit peu l'objectif du microscope et qu'on regarde les autres branches du droit, on réalise qu'en réalité, ces pays ont pris leur distance avec cette normativité islamique et que la plupart des branches du droit ont été sécularisées, c'est-à-dire qu'elles ne tirent pas ou plus leur source dans le fiqh, mais que leur principale source d'inspiration, c'est le droit occidental et notamment et particulièrement le droit français, comme en matière de droit civil, de droit commercial, de droit du travail, de droit administratif, etc. Et c'est vrai que le droit de la famille constitue une exception, puisque dans tous ces pays, il continue à tirer ses sources dans la loi religieuse, mais même là, il y a eu des évolutions importantes, puisque partout, dans tous les pays arabes, enfin les 16 que j'étudie dans ce livre, il existe maintenant un code de la famille, un code du statut personnel. Donc le droit a été mis par écrit, a été rédigé, codifié par l'État dans un code du statut personnel, et ça change beaucoup, bien sûr, au niveau du contenu et de l'application des normes. Même en Arabie Saoudite, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'apprendre ou de le savoir, mais l'Arabie Saoudite a adopté l'an dernier, en mars l'an dernier, un code de la famille. Donc même l'Arabie Saoudite a maintenant un code du statut personnel. Et donc l'emprise du droit se ressent également au niveau de la mise en œuvre de ces normes, donc l'élaboration, le contenu et la mise en œuvre, donc et de leurs sanctions par les juridictions. Les juridictions ont changé également par rapport à ce que ces pays connaissaient dans le passé, et en particulier les tribunaux religieux, dans la plupart de ces pays, ont disparu. Et ils ont été remplacés par des juridictions civiles séculières, c'est-à-dire par des tribunaux constitués de juges séculiers qui sont des diplômés en droit et non plus des spécialistes de sciences religieuses. Et tous ces pays ont des codes de procédure. Donc les juges, non seulement ce sont des juges séculiers diplômés en droit, mais ils doivent suivre des codes, des règles de procédure dans l'administration de la justice qui sont énoncées dans des codes de procédure adoptés, là encore, par les autorités étatiques. Il y a un principe de collégialité de la prise de décision. Normalement, 3 juges dans les tribunaux de première instance, 5 à un niveau supérieur. Il y a une hiérarchie des juridictions. Les décisions des tribunaux de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant une cour d'appel, puis devant une cour de cassation ou une cour suprême. Le système de preuve est totalement différent également de ce qu'on connaissait dans le passé. Maintenant, le système de preuve repose sur des investigations menées par un ministère public, avec une place prépondérante de l'écrit, et le juge se prononce sur la base de son intime conviction. Et même dans les quelques pays où il existe encore des tribunaux religieux, je pense par exemple au Liban, au Bahreïn, à l'Irak, ces tribunaux religieux ne sont compétents qu'en matière de statut personnel. C'est-à-dire pour tous les autres types de contentieux, ce sont des juridictions civiles séculières qui sont en charge de régler les différends. Je mets à part l'Arabie Saoudite, qui reste la seule exception dans le monde arabe, où les tribunaux religieux ont toujours une compétence de principe, même en matière pénale. Mais là aussi, il y a eu des évolutions, même en Arabie Saoudite, puisque désormais les juges siègent en formation collégiale. Il y a des tribunaux de première instance, qui sont des tribunaux à 3 juges, qui sont chargés du contentieux pénal, du droit de la famille ou autre. Ils doivent eux aussi respecter des règles de procédure édictées dans des codes de procédure. Il y a un règlement de procédure pénale qui a été adopté en 2013, que les juges doivent respecter. Et leurs décisions peuvent, même en Arabie Saoudite, faire l'objet d'un recours devant une cour d'appel. Et il y a une cour suprême également. Et en plus, de plus en plus, même en Arabie Saoudite, les règles de droit sont codifiées. Comme je viens de le dire, il y a un code de la famille depuis l'an dernier. Il y avait aussi d'autres textes dans le domaine commercial, dans le domaine du droit du travail depuis longtemps. Et un code pénal est en cours d'élaboration depuis, il a été annoncé il y a 2 ans. Il n'a pas encore été promulgué, mais même en droit pénal, l'Arabie Saoudite devrait
bientôt avoir également un code pénal. Donc des évolutions à tous ces niveaux, une emprise croissante de l'État. Et donc cette organisation juridictionnelle actuelle des pays du monde arabe n'a donc plus grand-chose à voir avec le passé, où le juge, le qadi, était un spécialiste des sciences religieuses, pas forcément un juriste, qui statuait seul, qui avait un grand pouvoir discrétionnaire. Il n'y avait pas de possibilité de recours devant des juridictions supérieures et il statuait par référence à des ouvrages de fiqh et non par rapport à des codes. Et il appliquait un système de preuves qui reposait essentiellement sur le témoignage, l'aveu ou le serment. Donc, même en Arabie saoudite, et encore plus dans les autres pays, il y a eu des évolutions importantes. Donc, j'ai voulu, à travers ce manuel, déplacer le focus, je me répète encore une fois, donc déplacer le focus en m'intéressant à ce qui... en ne m'intéressant pas aux continuités qui peuvent exister avec le passé, mais en m'intéressant aux ruptures, à voir ce qui avait changé depuis le 19e siècle avec l'apparition des États-nations et puis le processus de codification des normes. Donc pour cette partie historique, cette première partie où je m'intéresse aux transformations, je me suis basée donc sur l'analyse de textes juridiques en arabe lorsqu'il y en avait. Bon, pour l'Égypte, c'était le cas. Pour l'Empire ottoman, ça a été un peu plus compliqué parce que je ne lis pas l'ottoman. Donc j'ai dû me baser sur des sources de seconde main, essentiellement des historiens. Le problème avec les historiens qui travaillent sur l'Empire ottoman, c'est qu'ils font de la micro-histoire. Donc, ils travaillent sur les archives d'un tribunal, d'une petite ville de telle année à telle année. Donc, après, c'est difficile d'en tirer des conclusions au niveau macro sur les évolutions du droit. En plus, j'ai découvert qu'il y avait des conflits entre ottomanistes sur la nature des liens qui peuvent exister entre les règlements édictés par le sultan et la place des règles du fiqh. Enfin voilà, eux aussi sont. Enfin voilà, il y avait pas, il y a des divisions, mais enfin, j'ai réussi quand même. Enfin, j'espère à tirer des enseignements de leurs travaux pour étudier tout ce qui concerne l'Empire ottoman. Il y a aussi une partie importante, puisque je m'intéresse au droit positif, j'ai dû quand même traiter de la loi religieuse, forcément, pour étudier les relations entre les règlements adoptés par les autorités étatiques et puis la place de la loi religieuse. Donc là, je me suis également basée sur les travaux d'éminents collègues, notamment Mathieu Tillier, qui est professeur à la Sorbonne, et pour qu'on voit bien concrètement ces évolutions et les différences qui peuvent exister entre avant le 19e siècle et maintenant, j'ai introduit dans le texte toute une série d'encadrés, c'est-à-dire j'ai reproduit des extraits de manuels de fiqh, des extraits de recueils de hadiths, des extraits de la Majalla ottomane, adoptée à la fin du 19e siècle, première codification du droit civil, des jugements également de juges religieux de l'Empire ottoman et de l'Égypte, dans des encadrés voilà, que j'ai reproduits, pour qu'on voit bien la différence justement entre avant et après ce processus de codification et cette intervention croissante de l'État. Et dans la deuxième partie, j'ai voulu montrer la diversité. Donc, une première partie, c'était les transformations, et la deuxième partie, c'est pour montrer la diversité de ces systèmes juridiques en comparant terme à terme les 16 constitutions, les 16 codes pénaux, les 16 codes du statut personnel, l'organisation du système judiciaire, la justice constitutionnelle, etc. Donc, en les comparant chacun terme à terme, pour bien montrer cette diversité. Et par exemple, pour les constitutions, je regarde dans les 16 constitutions quels sont les pouvoirs du chef de l'État, quelle est la composition du Parlement, comment adopter une motion de censure quand ça existe, etc. Les déclarations des droits de l'homme. Dans la partie qui porte sur le droit de la famille, je compare les règles, par exemple, par rapport à la polygamie, au mariage des mineurs, les droits et devoirs des époux, les règles de dissolution du mariage, etc., en prenant à chaque fois les dispositions qu'on trouve dans les 16 codes de la famille. Et le but de cette comparaison, c'est de remettre en cause
le postulat d'unité ou d'unicité de ces systèmes juridiques que leur classification sous l'intitulé famille de droit musulman pourrait laisser entendre. Parce que si on étudie de plus près ces systèmes juridiques et judiciaires, on se rend bien compte qu'au-delà de leur origine commune et des survivances de la charia et du fiqh dans certains domaines, effectivement, ils sont très différents les uns les autres, en particulier dans leur interprétation du droit de la famille et du droit pénal, qui sont pourtant des domaines réputés très proches de la charia. Et que si des points communs existent entre eux, de nos jours, c'est en fait plus dû à l'influence du droit français qu'à l'influence de la charia, en tout cas pour les points communs qui existent entre eux. Et donc, l'étude du droit positif est au centre de cet ouvrage, mais je ne pense pas que ce soit, en tout cas, je n'ai pas voulu que ce soit un ouvrage de droit pur, de juriste positiviste au sens de technique juridique. C'est un ouvrage qui aborde le droit en tant que science sociale. C'est-à-dire que je pars de l'étude des textes juridiques, mais j'essaie ensuite de les replacer dans leur contexte historique, politique, social. Donc pour moi, le droit, c'est une porte d'entrée vers autre chose. C'est pas une fin en soi. J'étudie pas le droit pour le droit, mais parce que je pense qu'il peut nous aider à mieux comprendre ces sociétés arabes. Voilà. Bon, pour terminer, juste quelques mots sur le champ d'études. Donc, quels sont les pays qui sont traités dans cet ouvrage? Donc, j'ai choisi de ne traiter que les pays arabes. Donc, pour avoir une unité géographique, mais surtout linguistique, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé à partir des sources originaux en langue arabe. Donc, j'ai travaillé j'ai travaillé sur les pays dont la langue officielle est l'arabe. Donc, ce qui veut dire que je n'étudie pas l'ensemble des pays musulmans. Je n'étudie pas l'Iran, par exemple, le Pakistan, l'Afghanistan. Enfin voilà, j'étudie ou la Turquie. Je n'étudie que les pays arabes. Donc, mais par contre, il y a tous les pays du Maghreb, y compris la Libye et la Mauritanie. Il y a les pays du Proche-Orient arabe, plus le Soudan, et aussi les pays du Golfe et l'Arabie saoudite. Et, euh, et voilà, donc l'étude j'espère en tout cas montrer avec cet ouvrage que qu'on est loin de la perception de ces sociétés comme étant hostiles à toute évolution, à toute modernisation de leurs droits, et que non seulement la normativité islamique ne joue plus qu'un rôle très limité, mais qu'en plus, il n'y a pas de modèle unique, un droit musulman qui serait commun à tous ces pays, mais qu'il existe une pluralité de systèmes juridiques, de codification, de juridiction, qui m'a donc semblé important d'exposer dans cet ouvrage. Voilà. Bien. Alors, merci au Carep pour m'avoir invité. Merci à Nathalie de m'avoir sorti de ma retraite pour brutalement me plonger dans ce petit ouvrage. Euh, alors, Nathalie Berlam-Giron nous propose la lecture d'un ouvrage considérable, hein, considérable par sa taille, déjà été souligné, et méritant toute notre considération par son contenu. Et ceci, d'abord pour une raison d'évidence, elle l'a dit, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent dans la littérature juridique contemporaine en langue française. Donc ça, nous avons un outil qui nous servira à tous dès lors que nous aurons à nous confronter à des questions scientifiques relatives au droit dans le monde arabe et musulman. Bon. Alors, donc, ouvrage unique, œuvre sur l'objet qu'il traite, donc que cet ouvrage traite, le droit contemporain du monde musulman. Alors, c'est un travail d'une ampleur considérable, hein, donc, et qui renoue d'ailleurs d'une certaine manière avec un exercice classique de la doctrine juridique,
aujourd'hui un peu abandonné, c'est ce qu'on appelait le traité, un traité de droit. Et ce que tu fais là, c'est un traité de droit contemporain des pays arabes. Pour les anciens comme moi, on se souvient de ces grands traités qui ont nourri nos études juridiques, hein, Duguy, de Lobadère, Burdeau, Émile Larcher pour la législation algérienne, etc. Le traité qui fait opposition au précis, à l'abrégé. Alors, le traité, c'est ça, le précis, c'est ça. Hein, vous voyez, à deux, ce à quoi on est arrivé tout seul, voilà. Bon, ça, nous avons quelque chose qui est tout à fait remarquable par ces différences. Un traité, c'est un exercice qui vise à l'exhaustivité et qui se décline ici de plusieurs manières. L'exhaustivité géographique, je n'y reviens pas, mais donc 18 pays, 3 sous-régions qui sont méticuleusement examinés dans leur régime juridique ancien et présent. Un traité, c'est l'exhaustivité aussi à travers la somme des connaissances qui exprime encore le volume de l'ouvrage. L'exhaustivité, c'est également une dimension diachronique qui est assumée, c'est-à-dire plus de la moitié de l'ouvrage est consacré au passé. Et le présent est traité dans la seconde partie. L'exhaustivité, c'est encore la dimension théorique et pratique. Ce que nous propose Nathalie Bernard-Maugiron, ici, c'est à la fois l'état de la science de la doctrine et l'état du droit positif selon les pays. Enfin, l'exhaustivité, elle est disciplinaire à l'intérieur du droit, avec la mobilisation à la fois du droit public et du droit privé. Hein, et on sait que souvent les juristes sont mal à l'aise du fait de nos spécialisations, de la manière dont nous avons été formés pour passer avec aisance de l'un à l'autre. Or, elle le fait, c'est quand même plutôt privatiste au départ, non pas vraiment, vous voyez, bon, elle le fait et elle est tout aussi à l'aise en droit constitutionnel qu'en droit de la famille, en droit civil ou en droit pénal. Exhaustivité. Donc, ce type d'entreprise suppose, je dirais, une triple compétence. D'abord, une compétence géographique. Hein, il faut connaître les pays que l'on étudie, une chose à rappeler parfois, et y faire de longs séjours pour avoir des points de repère solides, pour ne pas dire trop de bêtises. Il faut aussi une compétence juridique, bien entendu, connaître le droit, les droits, la technique juridique, mais aussi de manière plus large, déployer les instruments du droit comparé, puisque là, on fait du droit comparé. Hein. Le droit comparé, c'est compliqué. Et puis, un point que tu as également abordé, appréhender les systèmes juridiques dans leurs interactions avec les champs politiques, économiques et sociaux. Hein, ce qui fait que tu prônes une ouverture et tu la mets en pratique vers les disciplines des sciences humaines et sociales. Enfin, troisième compétence sur laquelle j'insiste, c'est la compétence linguistique. On traite de corpus en langue arabe pour les restituer en langue française. Donc, il va falloir traduire. Alors, Nathalie Bernard-Maugiron coche parfaitement les trois cases. Elle a fait de très longs séjours en Égypte. Elle y a même fait un séjour plus de très long, un séjour très prolongé de 14 ans. Hein, c'est ça. Donc, elle connaît bien son affaire dans le cadre de sa thèse au CEDEJ, qui est un des instituts français à l'étranger et qui était spécialisé au départ dans les études juridiques. Et puis, elle a été recrutée par l'IRD, où elle a continué de travailler en Égypte. Deuxième case, la lecture de l'ouvrage illustre son aisance à circuler entre les différentes disciplines du droit public et privé, je n'y reviens pas. Et puis enfin, l'un des apports de l'ouvrage, elle l'a dit, et je le redis parce que c'est vraiment très très clair, c'est qu'il nous donne accès à de nombreuses sources juridiques en langue arabe, jusqu'ici non traduites ou traduites de manière
insatisfaisante. L'ouvrage Nathalie Bernard-Maugiron et d'autres publications scientifiques marquent, je dirais, un renouveau des études scientifiques dans le cadre académique français sur le droit des pays du monde arabe et musulman. Renouveau parce que du 19e au milieu du 20e siècle, l'université française a produit de nombreux et éminents spécialistes de droit sur le monde arabe et musulman, ce que l'on peut identifier comme étant un pan juridique qui a toujours été très présent de l'orientalisme et de l'islamologie, hein, découvrir, identifier les sociétés par leurs droits, mais aussi les nécessités, c'est un autre point qui aujourd'hui fait beaucoup de débat, de la domination coloniale. La colonisation a été accompagnée d'un travail de connaissance de droits des pays que l'on colonise, des droits des dominés et de production d'ailleurs de droits pour ces dominés. Et l'école de droit d'Alger, hein, la faculté de droit d'Alger a produit un très grand nombre de spécialistes qui ont écrit des ouvrages faisant autorité, alors parfois avec les biais, bien entendu, des enjeux de la domination coloniale, mais des ouvrages faisant autorité avec la compétence linguistique. Hein. Bon, Marcel Morand, Louis Millot, Émile Larcher, Ninan de Belfond que tu cites dans ta bibliographie, Étienne Tian, Édouard Lambert pour donc l'Égypte, hein, pour l'Égypte où la collaboration scientifique a toujours été, et les échanges scientifiques ont toujours été extrêmement intenses pour différentes raisons. Ces auteurs ont fait donc un travail de traduction, de publication, de recollement de droits identifiés comme musulmans et aussi de codification avec le fameux avant-projet de Marcel Morand. Droit musulman, mais aussi droit arabe, puisque, enfin, des pays, non, droit des pays de la région, puisque ces auteurs se sont aussi intéressés, pour des raisons qui n'étaient pas désintéressés d'ailleurs, au droit, au droit berbère, au droit coutumier, au droit kabyle. Donc, tous ces travaux marquaient une grande activité scientifique française avec une double dimension scientifique et politique sur les droits du monde arabe. Le biais principal consistait à discréditer le droit musulman, il faut le dire, hein, pour justifier la colonisation et le droit français. Après les indépendances et à partir des années 1960, donc, on a eu une atonie relative des universités françaises dans ce champ d'études, un certain désintérêt pour le monde arabe et puis des cursus universitaires que l'on connaît bien, hein, notamment en droit, qui privilégient le droit interne et les spécialisations disciplinaires. Mais cette atonie était simplement relative puisque l'objet juridique sur le monde arabe et musulman n'a pas été totalement abandonné après les indépendances. La coopération a joué un rôle important, la coopération qui a succédé aux indépendances a joué un rôle important avec des universitaires français en poste dans les universités, notamment au Maghreb, et qui ont fait des travaux à partir de là sur les droits de la région, mais aussi le CNRS à travers un certain nombre de chercheurs comme Bernard Botiveau, que tu cites, qui a travaillé beaucoup sur l'Égypte, comme toi, ou Jean-Robert Henry, qui a travaillé sur l'Algérie. Et dans le cadre d'une institution qui a joué un rôle décisif, qui était à l'époque le CRESM, hein, le Centre de recherche et d'études sur les sociétés méditerranéennes, qui est devenu ensuite l'IREMAM à Aix-en-Provence, hein, et qui a été et qui est toujours un grand pôle des études sur le monde arabe, et qui a été très tourné vers le droit. Les directeurs successifs du CRESM étaient des juristes. Hein, on a eu d'abord Charles Debache, et puis Maurice Flory, qui était directeur du CRESM. Et donc,
Il y avait cette... et Armen Mayouk, mais c'était déjà l'IREMAM, pour Armen Mayouk, qui était l'IREMAM. Et en même temps, Armen Mayouk me fait vers une transition, c'est qu'en même temps, vous aviez toutes les générations issues de l'indépendance des universitaires, alors maghrébins, mais aussi pour certains, peut-être égyptiens, là, j'ai moins de repères, maghrébins, euh, génération donc bilingues et qui ont beaucoup publié en français sur leur pays. Donc vous aviez là aussi un certain nombre de sommes qui n'étaient pas négligeables. Mais ceci étant, on peut dire qu'il y avait tout de même un déficit, si tu en es d'accord, important sur le droit des pays du monde arabe et du monde musulman dans les instances académiques françaises. Ceci a changé. Ça a changé en France aussi dans tout le monde occidental dans les années 2000 pour plusieurs raisons. Il y a eu les crises politiques dans le monde arabe et leurs répercussions internationales qui ont amené à une nécessité de diagnostic et qui plus est, il y a eu des interventions, notamment américaines, avec un pan juridique. Hein, tu évoques le cas de l'Irak, où ce sont les Américains qui ont fait la nouvelle constitution irakienne, quelque part. Hein, bon. Donc, il y avait un besoin de savoir et d'expertise. Les printemps arabes ont eu un pan juridique, le livre le montre aussi, très important, et qu'il a fallu analyser. Donc, un besoin de science sur ces questions. L'accroissement démographique des populations identifiées comme musulmanes dans les pays occidentaux, la montée sur l'agenda et sur l'agenda politique, notamment la question de l'islam et donc du droit identifié comme musulman ou islamique dans les pays européens. Là aussi, donc, ça a boosté considérablement la recherche, pour le meilleur et parfois pour le pire. Et puis, les circulations transnationales du droit liées aux migrations, hein, qui amènent de plus en plus les juges européens à donc appliquer les droits nationaux des pays d'origine. Alors, avec toute la problématique des conflits de loi, des procédures d'exéquatur, et tous ces points, si vous voulez, donc, eh bien, font que c'est un enjeu très important pour les magistrats, pour les professionnels du droit, les avocats, en France, dans les autres pays européens, d'avoir une connaissance des droits des pays d'origine. Hein. D'où l'utilité de l'ouvrage. Hein. Nathalie a beaucoup travaillé avec les magistrats sur ces questions et a produit des rapports tout à fait intéressants. Donc on assiste à une réorientation vers le monde arabe et musulman des études juridiques et des instances de recherche. Et avec l'émergence de nouvelles générations de chercheurs investissant le champ du droit dans les pays arabes et se dotant des compétences nécessaires pour l'appréhender avec les garanties scientifiques requises qu'on a évoquées tout à l'heure. Les instituts français à l'étranger ont joué un rôle important, hein, ceux qui donc, sont implantés dans le monde arabe pour aider à la formation de ces chercheurs. Nathalie en est un exemple. Des institutions en France, comme l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman que tu as évoqué tout à l'heure, ont pris leur part, mais d'autres aussi. Et puis, il y a ce séminaire donc, que nous avons animé à l'École des hautes études en sciences sociales sur les transformations du droit dans le monde musulman contemporain, qui nous a permis, je dirais, d'accompagner hein, cette montée que l'on voyait, donc, d'une nouvelle communauté scientifique hein, sur le droit dans le monde arabe et dans le monde musulman. Ton recrutement par l'IRD a aussi été quelque part très significatif de cela. Qui aurait pu penser, 10 ans ou 15 ans avant, que l'IRD aurait idée à recruter
une spécialiste du droit dans le monde arabe. Hein, il y a eu un vrai changement d'itinéraire. Alors, ça peut vous paraître un détour, mais je crois que c'est un détour qui permet d'éclairer le sens de l'ouvrage qui est ici. Hein. Euh, donc, cette production scientifique s'est traduite par la mise à disposition d'un public de langue française, d'instruments de connaissance des droits des pays arabes, textes législatifs, réglementaires, jurisprudence, doctrine, etc. Cette mise à disposition est issue donc d'un important travail de traduction qui renvoie à de forts enjeux scientifiques dans le domaine juridique. Car la matière du droit, c'est du texte. Et que les enjeux de la traduction sont à la mesure de la textualité du droit. La question de la traduction dépasse toujours celle de la littéralité. Il y a toujours cette vision naïve du droit. Parce que la traduction suppose d'appréhender la polysémie des termes juridiques dans les opérations d'interprétation. Le terme charia, par exemple, je donne juste un exemple que tu cites d'ailleurs. Le terme charia. Voilà, charia, c'est un terme sur lequel souvent on se jette immédiatement pour dire charia égale donc détermination religieuse du droit. Sauf que ce terme a deux significations. Il peut signifier soit un référent religieux comme source du droit, soit simplement législation, au sens banal du terme. Et c'est tout le débat qu'il y a eu sur l'article 5 en Tunisie du Code du statut personnel à propos des empêchements au mariage. Et notamment des empêchements au mariage d'un non-musulman avec une musulmane. L'article 5 parle de Mawani Sharia. Mawani Sharia, ce qui veut dire, qui peut être traduit par empêchements légaux. Hein, les gens peuvent se marier sauf empêchements légaux, c'est-à-dire déterminés par la loi, mais ça peut se traduire aussi par empêchement prévu par la charia. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire du tout la même chose. À ce moment-là, vous avez des juges qui vont dire ah mais la charia, ça ne permet pas qu'une musulmane se marie avec un non-musulman. C'était un grand débat en Tunisie. Il n'est toujours pas refermé. Donc, c'est une simple illustration des enjeux de la traduction et de la compréhension de la polysémie des termes. Hein, polysémie qui alimente l'interprétation des textes. Et puis aussi la question de la légalité, la question de autre, qui est celle de l'équivalence des concepts juridiques des faux amis. Hein. Parle-t-on bien de la même chose quand on traduit un terme en arabe par un équivalent en langue française? Est-ce qu'on ne mobilise pas en fait des catégories juridiques tout à fait différentes? La traduction n'est donc pas toujours sûre et fiable, même si d'ailleurs elle est officielle. Je rejoins le constat de Nathalie. Les traductions officielles sont des pièges, même faites par les émetteurs, c'est-à-dire alors moi, bon, par rapport à des corpus sur lesquels j'ai travaillé, qui sont les constitutions des pays du Maghreb. Bon, les constitutions des pays du Maghreb, bon, les journaux officiels sont doublés d'une traduction en langue française. Et on s'aperçoit, en regardant les textes comme notamment les textes des dernières constitutions tunisiennes, que les traductions ne sont pas du tout satisfaisantes. Et qu'elles sont même de moins en moins satisfaisantes. C'est-à-dire que la rédaction des textes en arabe aussi est de moins en moins satisfaisante. Donc, bon, mais ça, on connaît aussi le problème en France. Hein. Bon. Alors, les traductions, c'est un art difficile et les traductions peuvent être divergentes. Hein. Et tu en donnes un bon exemple, page 378 et 386, en confrontant
deux traductions par des savants français du Mukhtasar de Khalil, hein, donc qui est un abrégé de rythme à l'écrit qui a joué un rôle très important dans la détermination du droit jurisprudentiel et même dans la codification au Maghreb. Et donc, elle l'a dit tout à l'heure et je n'y reviens pas, elle a fait un travail formidable hein, sur ce point, en nous donnant vraiment à la fois par ses propres traductions, puis en nous donnant des outils à nous aussi pour nous aider à traduire hein, ou à établir des équivalences. Donc, pour ceux qui font des travaux de recherche, hein, pour les jeunes chercheurs qui font des travaux de recherche hein, sur le droit dans le monde arabe, elle leur offre un instrument épatant. Alors, sur les questions bibliographiques, je ne sais pas pourquoi tu n'as fait qu'une biographie générale, tu t'es peut-être épuisé, tu n'as pas voulu faire une bibliographie sur le texte. Tu as le droit de répondre. C'est les exigences de la collection. Je me suis pliée aux exigences de la collection université qui mettent seulement une bibliographie. Alors, je ne sais pas combien il me reste de temps, je n'ai pas fait attention. Je peux parler encore combien, une dizaine de minutes, non? Oui, d'accord. Bon, le titre, je dirais, on pourrait questionner le titre. Hein. Droit contemporain des pays arabes. Alors, le droit, donc ça aurait pu être les droits. Donc, le choix du singulier versus le pluriel, unité contre pluralité. Hein. Le droit contemporain, autre manière de questionner, la moitié de l'ouvrage est rétrospective, on l'a déjà évoqué. Hein. Bon. Ce qui est tout à fait justifiable au regard de l'entreprise. Hein. Mais ça, je vais y revenir. Droit contemporain des pays arabes, alors là, pour le coup, tu passes à la pluralité. Hein. Tu aurais pu dire droit contemporain du monde arabe et tu aurais privilégié l'unité. Hein. Bon. On voit que les titres donc sont hein, ce sont des pièges hein, ou ils ont des potentiels de signification hein, qui sont importants. Et puis des pays arabes, tu consacres évidemment une très grande part à l'Empire ottoman. Alors certes, l'Empire ottoman domine les Arabes, mais il n'est pas arabe. Bon, hein, bon voilà. Hein, bon, bon, enfin, voilà, ce sont évidemment des points, mais qui nous renvoient à la question unité, pluralité, sur lesquelles je vais finir. Je suis encore la force documentaire de l'ouvrage, hein, parce que elle nous met à disposition directe des sources extrêmement variées que l'on ne trouve pas d'habitude, alors, notamment la jurisprudence. La jurisprudence, c'est le gros problème, toujours. Bon, la doctrine en est un, mais la jurisprudence, c'est le gros problème parce qu'elle est très difficile d'accès, elle est peu publiée et, et donc très peu traduite. Alors, si on n'a pas la clé de la jurisprudence, si on n'est pas arabisant, si on n'a pas si on n'a pas la clé de la jurisprudence, c'est un droit amputé d'une grande partie de sa signification. Si on se contente, comme le font certains, des textes légaux et réglementaires traduits, ils ne vont pas nous dire ce qu'est le droit du pays. Hein. Bon, le plan, alors tu as expliqué quel était ton plan. Je ne vais pas revenir sur le descriptif des deux parties, tu l'as dit. Bon. Alors simplement, je vais poser deux ou trois questions sur la première partie. Et puis sur la seconde partie, je ne poserai pas de questions, mais je poserai des questions sur le fait qu'il n'y ait pas de conclusion. Alors, pour la première partie, donc, la première partie, première chose, dans le chapitre premier qui est relatif à l'Empire ottoman et Tanzimat, il y a une section 1, pouvoir réglementaire du souverain. Alors, on s'aperçoit que cette section 1
fait en fait office d'introduction, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que dans la section 1, tu nous dis tout ce qui se passe avant. Hein. Elle fait à peu près soixantaine de pages. Hein. Tu nous dis tout ce qui se passe avant. Sur quoi? Sur quel terreau hein, va naître le réformisme et les grandes réformes du 19e et du début du 20e siècle. Hein. Hein, on ne peut pas débarquer dans le 19e siècle si on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Hein. Alors tu le fais très bien, d'ailleurs, dans quelque chose de très synthétique, hein, c'est vrai il y a une forme d'invisibilité dans le plan de cela. Et cette nécessité, elle est d'autant plus marquée qu'on comprend bien que le levier essentiel de la réforme, c'est l'autonomisation des gouvernants par rapport aux détenteurs du FICR, du pouvoir normatif lié au FICR. C'est l'élément clé, et pour différentes raisons. Parce que finalement, pour résumer très rapidement, des siècles de droit islamique, il y a trois choses. On peut dire que ce droit, c'est un équilibre, c'est un ensemble d'équilibres en tension. Hein. D'un côté, le droit des juristes contre le droit des gouvernants, le fiqh contre Qanun et Siyasa Sharia. Deuxième tension, c'est la tension entre le statique et le dynamique. Hein. La statique du droit, qui serait son immobilité prétendue en rapport avec le fiqh, la fermeture de l'ijtihad, et puis dans le registre théologique, l'immuabilité du Coran. Hein. Bon. De l'autre côté, la dynamique du droit qui serait une dynamique du fiqh, qui peut être une dynamique avec un ijtihad interne, et puis la dynamique du droit par la législation, par les qanuniyat. Hein. Enfin, le troisième élément d'attention, c'est entre unité et pluralité, l'unité qui aurait été construite autour de la notion de charia, hein, progressivement, hein, notion qui apparaît elle-même progressivement, et la pluralité du droit, et qui, elle, est caractérisée notamment par le pluralisme des écoles juridiques. Hein, une invention extraordinaire. Comment gérer dans l'Empire la fiction de l'unité du droit? Hein, eh bien, pluralisme des écoles juridiques sous hein, l'égide de la charia. Alors, justement, tout cela permet d'apprécier l'ampleur des ruptures du 19e siècle hein, dans un processus d'étatisation du droit. Hein. Ampleur, émancipation des gouvernants, hein, dynamique et unité du droit sous l'égide de l'État. Et donc, ma question était, j'en ai déjà parlé, est-ce qu'il n'aurait pas fallu placer ces développements dans quelque chose d'introductif ou les identifier de manière plus marquante parce que c'est la clé, hein, c'est la clé qui permet d'entrer dans tout le reste. Alors, deuxième point, je passerai sur le troisième qui est un détail. Deuxième point, ce qui est aussi à souligner et de manière tout à fait vertueuse, c'est d'avoir consacré tant de temps à l'Empire ottoman, justement. Tant de lignes à l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a subi un double discrédit qui fait qu'il a été minoré par le passé dans les histoires politiques et juridiques du monde arabe. Double discrédit parce que ce moment ottoman hein, du 19e siècle, que tu décris donc très bien, enfin, à travers les codifications, la Russie a fait vraiment un travail de collecte très très important et de mise en tableau d'ensemble qu'on n'a pas vu jusque-là. Ce moment ottoman, il a été disqualifié à la fois par le regard occidental, hein, hein, dans un récit justificatif de la domination,
Hein. La modernité vient de l'Occident, elle vient de l'extérieur, pas de l'intérieur, hein, du monde musulman, mais aussi par le regard arabe, c'est-à-dire que euh, la, euh, les États-nations se sont construits par émancipation, hein, par rapport à la domination ottomane. Et j'ai connu encore une époque où, pour des historiens, par exemple en Tunisie, être ottomaniste, c'était être antinational. Hein. Et tout ça a changé. Hein. Et je me souviens très bien, dans les années 2000, ça a changé. Les historiens se sont mis à regarder de nouveau le passé ottoman de leur pays, en disant oui, oui, ça fait quand même partie de nous. Et puis les juristes aussi ont commencé à regarder de près, hein, l'œuvre législative ottomane. Alors, pour finir, alors, je n'ai pas grand-chose à dire de la seconde partie, non pas qu'elle ne soit pas bonne, elle est au contraire formidablement utile. Elle est utile pour toutes les raisons que tu as indiquées, et je voudrais dire qu'elle est utile notamment pour les praticiens du droit. Hein. Les praticiens du droit, ils vont y trouver, hein, euh, à travers donc l'exposé que tu fais des instruments juridiques en vigueur, hein, des droits en vigueur dans tous les pays de la région, ils vont trouver des outils extrêmement utiles pour répondre rapidement à des questions sur lesquelles ils auraient dû faire un travail considérable ou ne pas pu faire le travail. J'ai parlé notamment des juges. Hein. Donc cette seconde partie, elle a une fonction pratique éminente, hein, et je dirais qu'à certains égards, proche de l'exercice du juriste classeur. Et là, euh, j'ose pas trop te dire ça parce que le juriste classeur, vous savez, c'est quelque chose qui se met tout le temps à jour. Hein. Donc, tu vois ce à quoi tu risques de t'exposer avec ce type d'exercice. Donc, à saisir l'état du droit à un moment donné. Hein, et donc, dans 10 ans, eh bien, probablement, il faudra revenir sur toute la seconde partie, pas sur la première, mais sur toute la seconde partie. Euh, alors, ce, sur la seconde partie, euh, elle ne débouche pas sur une conclusion. Alors, elle se termine sur la question du talion, et tu constates que voilà, la disparition du talion en tant que catégorie juridique dans un grand nombre de pays de la région, ce qui après tout peut être une forme de la conclusion, puisque c'est marqué justement la perte de la spécificité de certains instruments juridiques. Mais de ce tableau, on aimerait voir ressortir des réponses à des questions plus générales, d'autant qu'il nous donne des aliments de la matière de manière remarquable sur ces questions, des considérations plus générales sur les configurations, hein, des systèmes juridiques du monde arabe aujourd'hui. Est-ce que donc on peut établir ces configurations juridiques? Est-ce que aujourd'hui on peut dire que le monde arabe fait système? Est-ce qu'il fait sens en tant que tel? Est-ce qu'on peut parler? Alors, tu parlais de famille de droit tout à l'heure. Hein, on peut utiliser le terme famille, système, etc. Il y a des enjeux épistémologiques, mais on n'a pas le temps d'en parler. En d'autres termes, peut-on parler d'une similarité des systèmes de droit dans la région, ou au contraire d'une très grande diversité? Alors, tu as donné des éléments de réponse tout à l'heure, mais
Et je pense qu'un des éléments conclusifs aurait pu servir encore mieux ta démonstration. Et la question se pose aussi en termes de dynamique. Est-ce qu'on repère des convergences ou des divergences dans les évolutions de ces systèmes de droit dans le monde arabe? Dans la même perspective, est-ce qu'on peut identifier, a-t-on pu identifier, peut-on toujours identifier des sous-ensembles régionaux avec des traits particuliers respectifs? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a des droits du Maghreb? Est-ce qu'il y a un ensemble maghrébin qui pourrait s'opposer à un ensemble proche-oriental, un maghrébin ou nord-africain, si on veut, un proche-oriental et a fortiori à la péninsule arabique qui aurait ces traits communs. Et dans leur rapport avec l'environnement international, est-il pertinent d'avancer la thèse d'une banalisation des droits des pays de la région? C'est ce qu'on aurait envie de dire en lisant ton ouvrage. Peut-on considérer qu'il se caractérise par une forte porosité, par le biais de l'emprunt, dans la continuation d'un processus enclenché dans le mouvement réformiste à partir du XIXe siècle? Est-ce que ces systèmes sont poreux à l'influence extérieure ou pas? Ou encore, une porosité par l'internationalisation du droit et l'imposition des standards internationaux. Ça me rappelle, nous avions travaillé tous les deux ensemble sur cette question. Au contraire, faut-il dresser le constat d'une survivance ou même d'une résilience de forts particularismes juridiques? Et si l'on identifie la survivance ou la résilience de forts particularismes juridiques, peut-on pointer des domaines du droit où ces particularismes s'expriment ou continuent de s'exprimer plus fortement? Des domaines du droit substantiel, droit de la famille, droit constitutionnel, ou encore dans le droit procédural. Si ces particularismes subsistent, quels sont les vecteurs de leur persistance? Est-ce qu'il faut examiner le rapport au religieux? Dans quelle mesure la charia reste-t-elle un marqueur de ces systèmes juridiques et selon quelles modalités? Tes réponses anticipent, elles sont là, tes réponses. Bon. Autre vecteur possible de la persistance, c'est un substrat social et culturel, champ dangereux, qui continuerait d'imprégner, par exemple, le droit de la famille. Et enfin, mais il y a d'autres facteurs qui pourraient être identifiés éventuellement, la dimension autoritaire des régimes politiques de la région, régimes autoritaires qui ont en quelque sorte enjambé les printemps arabes, hélas. Et cette dimension autoritaire qui marque de son empreinte le droit constitutionnel, le droit pénal, floraison des lois antiterroristes, lois sur la corruption, mais qui sont destinées à neutraliser les oppositions, réarmement constitutionnel qu'on a vu en Égypte dès 2014 et puis en Tunisie à la fin de l'an dernier, bon, de ces régimes autoritaires. Et d'ailleurs, question subsidiaire, quel bilan tirer des transformations juridiques liées aux printemps arabes plus d'une décennie après leur survivance? Alors, existe-t-il encore des lignes de rupture entre les systèmes juridiques des pays arabes et ceux des autres mondes, des autres mondes que le monde arabe? Ou bien peut-on considérer que les professionnels du droit et les plaideurs du monde arabe agissent dans un environnement juridique répondant de plus en plus à des standards internationaux? Le juge tunisien ou syrien
déployant des pratiques professionnelles analogues à celles de leurs confrères du monde occidental. Voilà. Alors c'est ceci d'ailleurs pour ouvrir la voie sur la lecture complémentaire du dernier ouvrage de Baudouin-Dupré. Les deux ouvrages se complètent très bien puisque le tien est un ouvrage donc qui est, je dirais, plus sur la construction du droit, le droit positif, avec notamment dans sa seconde partie, Baudouin-Dupré, lui partant des pratiques professionnelles des juristes et des citoyens ordinaires, pour aller vers ce type de conclusion qui vous est commune, c'est-à-dire plutôt eh bien, un droit du monde arabe qui ressemble de plus en plus à celui des autres continents, des autres mondes, dans un processus assez général, peut-être de globalisation du droit ou de mondialisation, je ne sais pas. Voilà. Oui, vas-y. Je vais essayer de répondre rapidement pour laisser un peu de temps à la discussion. Donc, bon, je vais réorganiser un petit peu tes questions pour essayer d'y répondre, peut-être pas à toutes, mais enfin voilà. Donc, peut-être sur le terme charia, la traduction du terme charia, donc tu as souligné le fait que ça voulait effectivement dire à la fois conforme au droit et à la fois conforme à la loi religieuse, donc ça soulève des problèmes. Je voulais juste signaler qu'en Égypte, par exemple, le terme charia, il est utilisé aussi pour désigner les lois religieuses des chrétiens. Dans la constitution égyptienne, l'article 3, quand il parle des lois religieuses des communautés non musulmanes qui peuvent continuer à s'appliquer en matière de droit de la famille, ils utilisent le terme charia pour désigner les lois religieuses des chrétiens. Donc il y a la charia islamique et il y a la charia chrétienne. Donc on voit la polysémie de ce terme. Peut-être un ou deux exemples de différences de traduction entre les versions arabes et les versions françaises, juste voilà pour par exemple dans le code pénal tunisien, dans la version arabe, l'homosexualité masculine et féminine est incriminée, alors que dans la version française, c'est seulement l'homosexualité masculine. Dans la version française, on ne parle pas d'homosexualité féminine, on ne parle que d'homosexualité masculine. Il y a parfois des traductions un peu bizarres aussi. Dans le Code de la famille algérien de 1984, il mentionne dans sa version française la retraite légale de la divorcée ayant désespéré de sa menstrue. Alors, si vous lisez ça, vous ne comprenez pas de quoi ça parle. La divorcée ayant désespéré de sa menstrue. Et si on regarde la version arabe, c'est en fait El Yaïs min el Mohid, qui vise en fait la femme ménopausée. Donc, il faut vraiment revenir au terme originel, soit parce qu'il y a des problèmes de traduction, soit parce qu'il y a des différences qui peuvent être volontaires ou non. J'ai trouvé également énormément de différences, surtout dans le code pénal mauritanien. Il y a énormément de problèmes de correspondance entre les versions françaises et arabes. Mais bon, je ne vais pas aller plus en avant là-dessus. Sur le fait qu'il n'y ait pas de conclusion. Donc là encore, malheureusement, c'est un problème de la collection université chez Cyril Dalloz. J'ai dû me plier aux normes. Donc, dans les notes de bas de page, c'est que des références à des ouvrages. Je ne peux pas donner d'explications supplémentaires dans les notes de bas de page, donc je dois tout mettre dans le texte. Il n'y a pas de conclusion. Et puis chaque chapitre, chaque paragraphe est numéroté et doit commencer par des mots-clés. Donc ça a été aussi un travail important de mettre des mots-clés. Donc il faut vraiment être très, très organisé, très structuré au niveau du contenu parce que chaque paragraphe doit pouvoir être résumé en quelques mots-clés. Le titre de l'ouvrage, donc Droit contemporain des pays arabes, effectivement, au début, j'ai pensé à un moment donné mettre droit contemporain au pluriel, droit au pluriel, contemporain au pluriel des pays arabes. Et puis finalement, je me suis dit, bon, droit contemporain, ça peut aussi avoir un sens générique, un sens abstrait. Donc j'ai gardé droit contemporain
mais la pluralité est quand même dedans. Et puis, dans pays arabe au pluriel, c'est pas un monde arabe, c'est pays arabe pour montrer cette diversité. Le problème de la première partie et du fait que je fais enfin, j'ai pas commencé par c'est pas chronologique, parce que voilà, le fait que la première partie, en tout cas, n'est pas au début de la première partie, c'est pas chronologique. C'est un peu volontaire. J'ai pas voulu, c'est-à-dire, j'ai vraiment voulu axer ce travail sur le droit positif. J'ai commencé avec l'Empire ottoman. Et quand j'ai commencé avec l'Empire ottoman et le rôle important que le sultan avait dans l'Empire ottoman au niveau de l'édiction de normes de droit, je me suis dit, mais comment il pouvait justifier cette intervention importante du droit étatique, alors que les religieux, le fiqh, jouaient encore un rôle important. Et donc, je me suis intéressée à ce concept de siyasa sharia qui permettait, conformément à la charia, aux dirigeants de venir combler les lacunes de la loi islamique lorsque c'était nécessaire. Et donc, je suis remontée aux origines de ce concept de siyasa sharia jusqu'à la période abbasside, avec notamment les travaux de Mathieu Tellier qui m'ont été très, très utiles. Et c'est pour ça que c'est pas chronologique, c'est au moment où j'ai été confrontée au problème que je suis remontée pour trouver les origines de ce concept. Et de la même façon, c'est au moment où j'ai été confrontée au problème de la place de la loi religieuse, notamment dans les codes pénaux, l'analyse c'était pas encore vraiment des codes, enfin des règlements du sultan ottoman dès Soliman le Magnifique au XVe siècle, au XVIe siècle, qui parlait de notions de droit religieux. Ben, c'est à ce moment-là que, puisque j'étais confrontée à la place du fiqh et de règles religieuses, que j'ai traité de ce problème-là. Donc voilà, j'ai voulu traiter les problèmes au moment où ils se posaient et non pas commencer avec un exposé théorique de la charia et des sources, hein, voilà, comme on le trouve comme on le trouve ailleurs dans d'autres ouvrages. Rapidement, donc les regroupements, sur la deuxième partie, peut-être les regroupements par région. Ta question sur le fait, est-ce que le monde arabe fait système, les similarités, la diversité. En fait, c'est difficile de. Enfin, voilà, j'espère avoir réussi à montrer qu'il y avait une grande diversité de ces systèmes juridiques. Et en fait, on peut faire des recoupements, mais ça dépend en fait des branches du droit. Par exemple, pour le droit de la famille, c'est vrai que les pays d'Afrique du Nord, en tout cas Tunisie, Maroc, Algérie, c'est moins vrai pour la Mauritanie, encore moins vrai pour la Libye, en tout cas depuis une dizaine d'années. Ces pays en tout cas du petit Maghreb, sont beaucoup plus, enfin, ont adopté une interprétation beaucoup plus progressiste, beaucoup plus évolutive du droit de la famille que, que les pays de la péninsule arabique ou de l'Arabie saoudite, qui, eux, ont adopté une interprétation très littérale des règles du fiqh. Et puis au milieu, on a les pays du Proche-Orient, l'Égypte, l'Irak. Enfin voilà. Donc on peut faire des regroupements en matière de droit de la famille entre ces trois régions. Mais par exemple, pour le droit pénal, c'est pas les mêmes regroupements qu'on retrouve en droit pénal. En fait, si on regarde les codes pénaux de ces pays, on se rend compte qu'ils ont tous laïcisé, sécularisé leur droit pénal, à part 6 pays. Dans 6 codes pénaux, on retrouve des règles issues de la normativité islamique de droit pénal, c'est-à-dire les châtiments corporels, le talion, etc. On les retrouve dans les codes, mais c'est en Libye, en Mauritanie, au Qatar, au Soudan, au Yémen et en Arabie saoudite, qui n'a pas encore de code pénal, mais comme je l'ai dit, un code pénal est en cours d'élaboration. Ça veut dire que dans tous les autres, ils ont totalement sécularisé leur code pénal sur le modèle du code pénal français. Donc là, c'est un autre type de regroupement en fonction de la discipline juridique. Et bon, je vais terminer juste avec la question des évolutions peut-être depuis 2011. Bon, il y a eu des nouvelles constitutions qui ont été adoptées après 2011, qui ont
consacrer davantage de droits de l'homme. On trouve des droits économiques et sociaux, on trouve des droits de la troisième génération. Les droits des femmes également sont beaucoup mieux protégés dans ces nouveaux textes constitutionnels. Tous mettent en place une justice constitutionnelle, des cours constitutionnels. Au niveau du droit pénal, on a eu également des évolutions ces dernières années. Par exemple, les fameux crimes d'honneur, le fait que le mari soit qui tue sa femme surprise en plein adultère bénéficie d'une excuse. Cette excuse, elle a disparu en Tunisie dès 1993 du Code pénal. Elle a disparu en Syrie également, en Jordanie en 2011, au Liban, en Palestine et aux Émirats arabes unis en 2020. Donc il y a eu des améliorations au niveau du Code pénal. Le mariage du violeur également, il existait dans la plupart de ces codes une disposition qui permettait au violeur qui épousait sa victime d'échapper à une sanction pénale. Ça a disparu en Égypte, ça a disparu en Syrie en 2011, au Maroc en 2014, en Jordanie en 2017, au Liban en 2017, Tunisie 2017, Palestine 2018, et ça vient de disparaître la semaine dernière au Bahreïn, dans le code du Bahreïn. Donc il y a eu il y a eu des évolutions au niveau pénal qui vont plutôt, là encore, vers une restriction de la place de la normativité islamique dans les codes pénaux. En Arabie Saoudite, il y a eu également des évolutions, mais bon, je vais pas, il reste pas beaucoup de temps, donc je vais pas revenir dessus. Bon, par contre, c'est vrai au niveau constitutionnel et au niveau de l'autoritarisme, là, par contre, depuis 2011, voilà, après l'espoir suscité par les soulèvements de 2011, on a eu un retour en arrière très, très fort dans la plupart de ces pays. Bon, d'un autre côté, c'est vrai que cette, ce renforcement de l'autoritarisme n'est pas spécifique non plus au monde arabe. Bon, il suffit de regarder dans d'autres pays, la Turquie, la Russie, enfin voilà ce qui se passe dans d'autres pays, et qu'il y a quand même des aspirations à la démocratie. On l'a bien vu en 2011 avec le soulèvement de ces peuples, en 2019 avec des soulèvements dans d'autres pays, Algérie, Liban, Irak, Soudan, qui montrent que quand même ces peuples ont les mêmes aspirations à la démocratie et à l'état de droit, mais que la férocité de la répression interne, le soutien financier que certains pays ont donné au régime répressif en place, le silence aussi des pays occidentaux qui, au nom de la stabilité, au nom de la lutte contre l'islamisme, au nom de la lutte contre l'immigration illégale, enfin, laisse faire un peu tout ce renforcement de l'autoritarisme. Donc, voilà, donc il y a des progressions dans certains domaines, mais c'est vrai qu'au niveau politique, au niveau de l'autoritarisme, on a plutôt un renforcement de cet autoritarisme depuis 2011. Il ne reste pas beaucoup de temps pour les questions. Mais... Si, il reste du temps, mais je sais que Monsieur Bras, vous devez partir, donc je pense que voilà, on va vous laisser partir et puis on peut continuer la discussion peut-être avec la salle s'il y a des questions et peut-être aussi sur Zoom. Alors, il y a une question sur Zoom. Dans les pays arabes, aujourd'hui, quel est l'impact sur les réformes juridiques et judiciaires en cours des acteurs suivants, professeurs de droit, commentaires d'arrêt, doctrine, praticiens, avocats, juristes, etc., juges à travers les jurisprudences, différents tribunaux et cours supérieurs. Et quelles sont, pour l'essentiel, les tendances et analyses dominantes, favorables ou critiques? Pour ne pas alourdir davantage la question, je n'y intègre pas la société civile, les associations et les mouvements sociaux. Pour autant, je reconnais que ma question est davantage de sociologie juridique que de droit positif. Je comprends que vous vous bottiez en touche. Merci. C'est Monsieur Alexandre Cordailly. Euh, je trouve que j'ai travaillé ces derniers temps sur les professeurs de droit en Tunisie et justement sur la manière dont ils ont joué un rôle très important dans les différents processus constitutionnels. Et avec
notamment un phénomène de césure profonde dans cette communauté scientifique qui pourtant, du temps notamment de Ben Ali et en partie pendant la Révolution, avait été assez soudée dans les orientations libérales de la réforme. Et il y a eu, avec la prise de pouvoir de Kais Saied, une véritable fracture à l'intérieur de la communauté scientifique, hein, avec des fortes disputes entre des gens très éminents, qui montraient, je dirais, à la fois le rôle très important des juristes dans la réforme, mais aussi les limites de ce rôle, puisque le président Kais Saied a demandé à un certain nombre de juristes de mettre en place l'avant-projet de réforme dans le cadre d'une commission. Et puis, au moment où l'avant-projet de réforme devait être présenté au référendum, il en a changé profondément la mouture lui-même, à sa propre initiative. Ce qui a complètement, d'ailleurs, grillé, en quelque sorte, ses collègues, puisque lui-même est un enseignant de droit constitutionnel. C'est un pays où le président de la République est enseignant de droit constitutionnel et qui met en pratique ce qu'il disait dans ses cours à partir de certain moment, en tous les cas. Je peux peut-être rajouter quelque chose par rapport aux juges et à l'Égypte. Donc, bon, Alexandre Kordahi le sait bien. Donc, en Égypte, les juges, dans les années 2000, ont joué un rôle important en faveur de la réforme de la justice et puis de la réforme également du système politique. Ils se sont mis en grève, ils ont manifesté. Enfin voilà, il y a eu un mouvement de réforme très important des juges sous Moubarak. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président, l'adoption de la nouvelle constitution et puis la réforme d'un certain nombre de lois, les juges maintenant ne s'expriment plus du tout sur la scène publique en Égypte. Il y a, ceux qui l'avaient fait ont été démis de leurs fonctions ou mis à la retraite d'office. Donc ça, c'est au niveau politique. Les juges en Égypte, à l'heure actuelle, ne s'expriment plus sur les questions politiques. Par contre, moi, j'ai travaillé à partir de la jurisprudence de tribunaux égyptiens en matière de droit de la famille. Et j'ai été assez surprise du fait que, en matière de divorce, en matière de droit de garde, ils sont plutôt ouverts aux revendications des femmes qui demandent le divorce pour faute ou qui demandent, enfin les femmes, de toute façon, de par la loi, obtiennent quasiment toujours le droit de garde des enfants. En tout cas, c'est dans la loi égyptienne, donne en priorité la garde des enfants aux mères et les juges respectent cette disposition juridique. Mais en matière de divorce, où ils ont un pouvoir discrétionnaire beaucoup plus grand, puisqu'ils peuvent octroyer le divorce en cas de préjudice, si la femme prouve qu'elle a subi un préjudice, darar, les juges, en tout cas dans les affaires sur lesquelles j'ai pu travailler, de juges du fond, donnaient une interprétation assez large du concept de préjudice afin de pouvoir accorder le divorce aux femmes qui le demandaient. Mais donc ça, c'est au niveau plutôt social. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, c'est des questions sur la traduction. Premièrement, vous parlez de versions officielles en français, mais j'ai pas bien compris est-ce qu'elles servaient dans des tribunaux, par exemple en Tunisie, etc., ou est-ce que c'est seulement des traductions pour les Français, voilà. Et ensuite, vous parlez beaucoup des enjeux de traduction de l'arabe vers le français, mais est-ce qu'il n'y a pas des enjeux aussi entre les différents arabes selon les pays? Et du coup, comment est-ce que vous avez géré ça dans votre travail de comparaison entre l'arabe, les textes de loi égyptiens et les textes de loi tunisiens, par exemple, voilà. Merci. Merci pour votre question. Donc, comme Jean-Philippe Bras
l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, dans certains pays comme la Tunisie ou le Maroc, on a les textes dans les deux langues, en arabe et en français. C'est pas le cas de tous les pays, hein. Il y a des pays où c'est que en arabe. Parfois, il y a des versions en anglais. Dans les pays du Golfe, certains textes sont traduits en anglais, en français très rarement, enfin ou pratiquement jamais. Mais c'est la version arabe qui fait foi. Et par exemple, le problème qu'a évoqué tout à l'heure Jean-Philippe Bras par rapport au code de la famille tunisien, de savoir si les empêchements à mariage, c'était les empêchements qui étaient prévus par le code de la famille, les sharaïa, si c'était ceux qui étaient prévus par le code de la famille qui n'empêchent pas, qui ne prévoient pas l'impossibilité pour une musulmane d'épouser un musulman, ou est-ce que c'était les empêchements à mariage prévus par la loi islamique, où là, par contre, une musulmane ne peut pas épouser un musulman. Et les juges ont fait référence à la version arabe, bien sûr, et pas à la version française. Parce que la version française, elle ne parlait que des empêchements juridiques, donc contenus dans le code de la famille. Mais les juges, ce sont des juges dont la langue maternelle est l'arabe. Enfin voilà, les jugements sont en arabe, donc ils appliquent les versions arabes. Et en ce qui concerne les différences entre la terminologie arabe dans les différents pays, c'est vrai qu'il y a parfois des différences, mais dans l'ensemble, on retrouve quand même beaucoup de similitudes, mais beaucoup de termes ont été traduits du français. C'est parce qu'il y a le concept de constitution, par exemple, c'est pas un concept d'oustour, c'est pas un concept c'est pas un terme qui existait à l'origine dans ces pays. Tout ce qui concerne le droit constitutionnel, le droit de la famille, non, le droit de la famille, puisqu'il tire encore ses sources dans la loi religieuse. Là, on retrouve par contre beaucoup de termes du fiqh, mais dans les autres branches du droit du travail, droit civil, etc. Ce sont des termes qui ont été traduits du français. J'aurais aussi une question, parce que vous parliez tout à l'heure justement du fait qu'il y a beaucoup d'éléments, de normes, de règles qui viennent du français. Qu'en est-il du principe de laïcité? Est-ce qu'il a fait débat justement dans les pays du monde arabe? Et si oui, comment justement la norme juridique se positionne par rapport à cela? Non, la question de la laïcité n'est pas un problème. Enfin, dans ces pays, on ne parle pas de. Dans les constitutions elles-mêmes font référence à, je disais tout à l'heure, soit la charia est la source de la législation ou l'islam est la religion de l'État. Donc officiellement, on ne parle pas de laïcité, de séparation du droit ou du politique et du religieux. Mais si on regarde en pratique, en fait, il y a un mouvement, pas de laïcité, mais enfin de laïcisation du droit. Mais on ne le dit pas. Mais de fait, le droit se détache, en tout cas dans un certain nombre de branches, se détache de plus en plus de la normativité islamique. Mais il ne le dit pas. C'est-à-dire, il y a une réinterprétation. Par exemple, même en droit de la famille, quand la Tunisie, par exemple, a aboli la polygamie ou la répudiation, la Tunisie, Bourguiba, c'était à l'époque de Bourguiba, il n'a pas dit j'importe le code civil français ou j'applique les principes, les standards internationaux dont parlait Jean-Philippe Bras tout à l'heure, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Pas du tout. Il a dit je vais réinterpréter les versets du Coran qui autorisent la polygamie, parce que le verset coranique qui dit que la polygamie est autorisée à condition que le mari respecte l'égalité entre toutes ses épouses. Or, à l'heure actuelle, en Tunisie, 1956, aucun mari, dans les conditions sociales, économiques, etc., ne peut s'engager à respecter une parfaite égalité entre ses épouses. Donc, on interdit la polygamie. Mais c'est toujours une réinterprétation interne des règles du fiqh. Ou alors, au Maroc ou enfin en Afrique du Nord, ils sont malikites, ils suivent l'école malikite. Pour certaines règles, ils vont aller chercher des règles au sein de l'école hanafite, l'école égyptienne, et inversement. Donc voilà, on reste à l'intérieur du domaine de la charia et du fiqh, mais il y a tellement d'interprétations, tellement de
d'ouvrages, même à l'intérieur d'une seule école et encore plus entre toutes les différentes écoles, que quand on veut réformer une règle, on arrive toujours à trouver quelque part un auteur, même isolé, même complètement oublié, et on le ressuscite et on dit, ben voilà, celui-là, il a dit ça, donc en fait, on peut très bien le faire parce que le fiqh l'autorise. Et la Cour constitutionnelle égyptienne aussi a beaucoup fait ça pour légitimer toutes les réformes du droit de la famille qui ont été adoptées en Égypte. Elle s'est référée à des auteurs du fiqh d'autres écoles ou dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Mais donc, il n'y a pas de laïcité, mais en restant dans le domaine du religieux, si on veut réformer, on peut quand même le faire. Il y a les moyens. Il y a encore beaucoup de questions. Je crois qu'on ne peut pas toutes les prendre parce que le temps est limité. Il y a une question. Je voudrais savoir ce qui explique la dégringolade observée dans l'application des normes islamiques devant les juridictions, devant les juridictions arabes contemporaines. Cela est-il le fait d'une insuffisance dans la matière juridique applicable ou alors l'évolution de l'humanité, ne rime-t-elle pas avec les normes islamiques existantes si bien l'ijtihad est toujours permis? Sur l'évolution, voilà. Et puis une autre question sur le retour de l'autoritarisme. Et je la modifie légèrement parce qu'il y a d'autres questions dans le même sens. Est-ce qu'il y a des pays signataires de conventions internationales de type l'AE, étant donné qu'il y a plusieurs pays qui sont victimes de crimes contre l'humanité ou de torture, etc. Et avec ces montées de l'autoritarisme, certains pays ne peuvent pas faire recours à des tribunaux internationaux. Est-ce qu'il y a des pays arabes signataires de conventions internationales? Bon, alors la première question, je ne comprends pas très bien la dégringolade des normes islamiques devant. Parce que les juges, ils appliquent les règles de droit qui sont dans les codes. Donc, je ne sais pas ce qu'on entend par dégringolade, mais si ils appliquent les règles qui sont dans les codes ou dans les lois. Donc, je ne sais pas si je comprends pas très bien la question. Mais bon, sur la question de l'ijtihad, c'est un autre moyen, effectivement, pas pour les juges, enfin, c'est plus pour l'État, le pouvoir législatif. C'est un autre moyen, autre que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, des emprunts à d'autres écoles de droit, de réinterpréter. L'Ijtihad, c'est ce qu'a fait Bourguiba en Tunisie quand il a réinterprété les versets par rapport à la polygamie pour interdire la polygamie. Il les a réinterprétés en fonction des conditions sociales actuelles. Mais ça, c'est plus le législateur qui fait ça que, que, que les tribunaux. Ou alors la Cour constitutionnelle. En Égypte, la Cour constitutionnelle a procédé, elle aussi, à un ijtihad, c'est-à-dire elle a réinterprété également des versets coraniques ou des hadiths du prophète. Mais les tribunaux ordinaires, les tribunaux de droit commun, ils sont pas censés le faire. Quand il y a un code, ils doivent appliquer le code. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au début de ma présentation, c'est seulement dans le silence de la loi qu'ils peuvent aller rechercher des règles dans le fiqh et éventuellement procéder à un ijtihad. Sur la question des signataires aux conventions internationales, oui, la plupart des pays arabes ont signé, en tout cas, les conventions des droits de l'homme des Nations Unies, la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, la CIDO, la Convention la Convention contre la torture, la Convention pour les droits de l'enfant, etc. Mais beaucoup ont émis des réserves au moment de la ratification. Ils ont le droit, en droit international, d'émettre des réserves, sauf que beaucoup d'entre eux ont émis des réserves très générales, disant on appliquera la Convention pour l'élimination des droits de la femme, par exemple, à condition que ça ne vienne pas en contradiction avec les règles de la charia. Donc, en fait, c'est une réserve qui vide totalement de toute signification la ratification de la Convention, puisqu'il donne la priorité aux règles de la charia sur ces conventions internationales. Et sur le retour de l'autoritarisme, je ne sais plus, c'était quoi la question?
pays signataires. Ça, je vais pas. J'en traite pas dans mon ouvrage, donc je vais pas. J'imagine que oui, mais je vais pas. Je n'ai pas de données précises en la matière. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Bonsoir, merci beaucoup pour votre travail, votre présentation. Juste une question par rapport au texte écrit et la pratique du droit. C'est-à-dire que il y a beaucoup de textes séduisants, entre guillemets, pour la vitrine, mais dans la pratique du droit, il y a beaucoup de violations, que ce soit par rapport aux conventions internationales. Il y a plusieurs pays signataires, mais qui pratiquent la torture, par exemple. Et il y a, par rapport aux droits de la famille, l'héritage, la question d'héritage, il n'y a pas d'évolution là-dessus. L'égalité en héritage entre hommes et femmes. Je donne l'exemple du Maroc, où il y avait un débat, bien sûr, il y avait les islamistes qui ont fait ça, mais ils ont, comment dire, ils ont passé le dossier au roi, qui est considéré comme commandeur des croyants, et lui, il a dit لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما حرم الله. Je n'interdirai pas ce que le Dieu permet et je ne permettrai pas ce que Dieu interdit. Le mariage des petites filles, des mineurs. Il y a un texte de loi comme ça global, mais dans la pratique, le juge a droit, on dit dans le texte, si le juge estime que la gamine risque d'aller dans la rue, soi-disant, enfin, aller se prostituer, il peut la marier avec son violeur ou il peut la marier avec une personne âgée. Là aussi, il y a un problème de corruption, une double corruption. Il y a des riches qui vont dans les campagnes, qui vont enfin, chez des familles pauvres, ils se marient avec une gamine, on donne une somme d'argent au père, il ferme, enfin, il dit rien, et les tribunaux, c'est un grand milieu de corruption presque généralisée. On donne de l'argent à la police judiciaire, on donne de l'argent aux juges, on donne au procureur et après. Merci. Pour la question de l'héritage, c'est vrai que c'est un domaine du droit qui, dans tous les pays arabes, continue à attribuer des règles différentes d'attribution d'héritage à la fille. Par exemple, le frère touche le double de ce que touche la sœur en cas de décès des parents. Bon, il y a des règles très précises dans les autres types d'héritage, mais il y a effectivement une discrimination, enfin de la fille par rapport au garçon. Mais jusqu'à présent, aucun pays arabe n'a réformé cette question du droit d'héritage. Peut-être parce qu'il y a des règles très précises dans le Coran qui fixent ces règles, donc c'est difficile de pratiquer cet ijtihad, cette réinterprétation de versets coraniques, alors que des règles très précises sont fixées par... Voilà, il y a des textes coraniques. Maintenant, il y a des penseurs musulmans qui ont dit qu'il fallait quand même, qu'il était quand même possible de réinterpréter ces règles, parce que c'est des règles qui visait l'Arabie Saoudite, enfin qui n'était pas encore l'Arabie Saoudite, mais enfin voilà la Mecque, enfin à l'époque du prophète, où les conditions sociales, économiques étaient très différentes de maintenant, où c'était le mari qui devait prendre en charge tous les frais du foyer familial et la femme ne travaillait pas, donc c'était normal que le frère touche le double parce que lui, il allait mettre à disposition cet argent au service de sa famille, mais que de nos jours, c'était plus le cas, que la femme travaille elle aussi, qu'elle apporte de l'argent au foyer, et donc que ces règles qui étaient justifiées à l'époque du prophète ne le sont plus à l'époque actuelle. Donc il y a un certain nombre de penseurs qui disent qu'il faut quand même pour ces règles, appliquer l'ijtihad, mais jusqu'à présent, aucun pays ne les a réformées. Il y a eu une tentative en Tunisie, vous avez parlé du Maroc, effectivement, le Conseil national des droits de l'homme avait recommandé dans son rapport de modifier ces règles. Il y a eu tout un débat et finalement le roi n'a pas donné suite parce que aussi il y a la société, il n'y a pas que on parle de l'État, des résistances au niveau de l'État, mais il y a aussi des résistances au niveau de la société. Et en tout cas, au niveau de l'héritage, il
la société marocaine n'était peut-être pas prête. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, le roi, qui n'y semblait pas hostile au principe, n'a pas donné suite. Et en Tunisie, il y a eu également une tentative sous l'ancien président, Sepsi, qui lui était favorable à cette réforme, qui a déposé un projet de loi au Parlement, mais il y a eu des résistances au sein du Parlement. Le processus a été très long. La loi n'est jamais passée en plénière, elle est toujours restée en commission. Et le président est décédé avant que la loi passe devant le Parlement en plénière. Et ensuite, il y a eu des nouvelles élections et le nouveau président est totalement opposé à cette réforme. Le Parlement a été dissous. Enfin voilà, donc pour la Tunisie, en tout cas, il y a eu un grand espoir de la part de la société civile, des associations, notamment l'association des femmes démocrates, qui ont beaucoup soutenu ce projet, mais jusqu'à présent, il n'est pas passé. Et pour la question du mariage des mineurs au Maroc, en fait, il y a deux choses. Vous avez parlé du fait que le juge pouvait l'obliger à épouser son violeur. Ça, c'est plus le cas depuis 2014. La disposition a disparu Alors, la pratique, c'est différent, mais au niveau du mariage des mineurs, c'est vrai que le Code de la famille autorise, fixe un âge minimum au mariage de 18 ans, mais qu'il est possible au juge d'accorder des dérogations. C'est le cas aussi en France. En France aussi, on peut accorder des dérogations, mais enfin, les conditions sont différentes. Si le juge estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Et bon, après, c'est vrai que l'intérêt de l'enfant, c'est un concept très subjectif et que le juge peut considérer que l'intérêt de l'enfant est de se marier alors que objectivement, enfin voilà, d'autres personnes pourraient estimer que c'est pas du tout dans son intérêt, mais c'est vrai que le juge a un pouvoir discrétionnaire important dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Et merci encore une fois aussi à Jean-Philippe Prat, qui est déjà parti pour la présentation de l'ouvrage et cette discussion vraiment en profondeur du livre. Donc, je ne sais pas qui entre nous aura le courage de lire ces 1240 pages, mais sans aucun doute, on mettra le lien vers le site du LAM pour permettre justement à tout et un chacun de retrouver le corpus que vous avez utilisé. Voilà, donc encore une fois, un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Et j'annonce donc aussi la prochaine conférence qui aura lieu le 6 juin, entièrement en ligne, sur le thème le Moyen-Orient post-américain, avec Alexandra de Hoop-Scheffer, Myriam Benrad, Philippe Rose-Vincent, Alain Grèche, Laurent Lambert et René-Éric Dagorn. Donc, je répète, ça sera uniquement sur Zoom cette fois-ci, de 15h à 17h. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci à vous.